Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous ici au théâtre de Fontainebleau. Cette 10e journée de la création se poursuit avec cet après-midi deux tables rondes. L'une consacrée à la révolution numérique et à la création audiovisuelle. Nous essaierons d'imaginer la télé de demain. La seconde table ronde s'intéressera à la création télé, au numérique aussi, mais également à l'Europe. Des débats que vous pourrez suivre en direct sur le canal 24/24 de Public Sénat, sur le site internet publicsénat.fr. Mais tout de suite, je laisse la parole à Benoît Danard, directeur des études du CNC, pour la présentation du baromètre. Bonjour. Eh bien, comme chaque année, le CNC a réalisé pour ces rencontres un baromètre qui retrace l'activité à la fois de la production audiovisuelle sur 10 ans, voilà, sur 10 ans et aussi en 2012. Alors, je ne vais pas tout vous présenter, mais je vais vous présenter quelques éléments. Et au préalable, on va commencer par juste un petit éclairage à partir d'une étude que le CNC avait commandée l'année dernière au BIP et qui a été publiée en début d'année. L'objet de cette étude était très simple. Il était de positionner le secteur audiovisuel, cinématographique, de la vidéo et du jeu vidéo en valeur économique dans l'économie française. Et voilà ce que ça donne en termes de chiffres macroéconomiques. La valeur ajoutée du secteur audiovisuel, cinématographique, vidéo et jeux vidéo était en 2010 de près de 30 milliards d'euros. Ça correspond à 480 000 emplois équivalents temps plein. Dans notre secteur, on raisonne souvent plutôt en intermittent. Donc, bien entendu, il y a beaucoup plus encore de personnes à travailler en tant qu'intermittent, mais ça permet d'avoir un point de comparaison par rapport à l'économie générale française. Et qu'est-ce que ça représente au sein du produit intérieur brut? C'est 1,5% du produit intérieur brut. C'est une valeur ajoutée supérieure à la construction automobile en France. C'est une valeur ajoutée supérieure au transport aérien en France, ou c'est aussi une valeur ajoutée supérieure à l'industrie pharmaceutique en France. Donc c'est un poids économique qu'on n'a pas l'habitude de positionner par rapport à d'autres secteurs, mais c'est quand même un poids économique non négligeable. Alors, peut-être également un rappel des équilibres en 2012 en termes d'audience, en termes de recettes publicitaires et en termes d'investissement dans la production audiovisuelle de programmes de stock. Vous le savez, depuis 2005, de nouvelles chaînes sont arrivées sur la TNT. Ces chaînes, en 2012, sur les 80+, représentaient près de 22% de part d'audience. En valeur brute publicitaire, elles représentent 30%. Alors vous allez me dire, c'est du brut. En net, c'est 16%. Hein. En chiffre d'affaires net et en investissement dans les programmes audiovisuels de stock, fiction, documentaire, animation, ces chaînes représentent un poids de 5%. L'essentiel de l'industrie de la production audiovisuelle de programmes de stock en France est porté par les chaînes historiques qui représentent 86% des commandes dans le secteur. Alors, le secteur, comme vous le savez, se finance pour une part significative sur le marché publicitaire. Et quand on regarde l'évolution du chiffre d'affaires des chaînes, particulièrement sur la période récente, eh bien, pour à peu près toutes les chaînes, malheureusement, il est en baisse compte tenu du contexte économique difficile et compte tenu de la crise économique. Là, vous avez les évolutions. Peut-être pour mémoire, il faut savoir que sur le premier trimestre 2013, le chiffre d'affaires net des chaînes de télévision est en baisse de 9%. Alors, si on prend un recul un peu plus important par rapport à il y a 10 ans, notamment de notre paysage audiovisuel herdien terrestre, il y a 10 ans, il y avait 7 chaînes. On dit toujours 6, mais on oublie qu'il y avait un canal partagé, il y avait 7 chaînes. Et aujourd'hui, on dénombre 26 avec les offres nouvelles des chaînes HD. Et quand on compare ce nombre d'acteurs sur longue période par rapport au volume de commandes de production audiovisuelle de programmes de stock, on voit que la progression n'est absolument pas du même ordre. On a, vous le voyez, quasiment 4 fois plus de chaînes pour 27% de plus de commandes de programmes de stock. Sachant pourquoi? Parce que les nouveaux entrants alimentent essentiellement leur grille avec des programmes de flux et pas forcément justement des programmes de stock. Alors, comment se répartissent les investissements dans les programmes de stock
des chaînes. Vous le voyez, les chaînes historiques occupent, mais on l'a déjà un tout petit peu évoqué, une place toujours importante dans les volumes de commandes de production, notamment de fiction. Les chaînes historiques, en clair, c'est 90% des volumes de commandes de fiction. Les chaînes de la TNT, c'est 1,7% des volumes de commandes de fiction nouvelles. Et les chaînes à péage, 8,6% des volumes de commandes de fiction. Donc on voit la place importante du secteur public et aussi de TF1 dans les volumes de commandes de fiction, en tous les cas l'année dernière. Alors justement, si on regarde plus précisément l'évolution des commandes de fiction, là vous avez l'évolution sur longue période selon les formats. Il y a des choses intéressantes à souligner, notamment l'évolution de la répartition différente en termes de format au cours de la décennie. Il y a 10 ans, le genre dominant, c'était le 90 minutes. Aujourd'hui, le format principal, mais qui est c'est le 52 minutes, mais qui est très proche du 26 minutes, puisque les deux représentent à peu près 26% des volumes de commandes. En réalité, ce que l'on voit, c'est qu'on a eu une forte diminution du 90 minutes, qui a été divisée quasiment par 3, alors que les volumes de format plus court ont fortement progressé. Et sur la période très récente, notamment en 2012, on voit que l'essentiel de la progression des formats, enfin, de la progression marquante au niveau des formats, c'est les formats courts, puisque vous le voyez, on est passé de 94 heures à 151 heures. C'est notamment lié à l'arrivée de fiction de première partie de soirée sur les chaînes historiques, mais aussi sur les chaînes de la TNT, qui expliquent ces évolutions en termes de format. Alors, qu'en est-il de la diffusion de ces fictions ? Alors, ce que l'on publie tous les ans, c'est une étude tout simplement sur l'offre de fiction en première partie de soirée, et ce, sur les chaînes historiques. Et qu'est-ce que l'on observe depuis que l'on a mis en place cette étude ? Là, on est sur TF1, France 2, France 3, M6, Canal+, et Arte. Eh bien, on voit que les soirées consacrées à de la fiction française ont diminué, et que depuis 2 ans, le nombre de soirées consacrées à de la fiction américaine a même dépassé le nombre de soirées consacrées à de la fiction française. On voit aussi une montée en charge assez significative des soirées de fiction européenne. C'est notamment lié à l'ouverture de nouvelles cases de fiction, notamment sur Arte, qui diffuse beaucoup de fiction européenne. Donc on voit qu'on a, en termes d'offres, indépendamment de l'audience, une part très significative de fiction américaine en première partie de soirée. Alors si on regarde la composition de cette offre selon les chaînes, c'est assez intéressant parce que l'on voit que la construction des soirées sur les chaînes historiques est très différente. Vous le voyez, il n'y a aucune... TF1 et France 2 consacrent une part importante, France 2 et France 3 consacrent une part importante à de la fiction française. TF1, c'est 39% de ses soirées. M6 consacre 94% de ses soirées de fiction à de la fiction américaine. Et sur Arte, vous le voyez, c'est essentiellement de la fiction européenne à 56%. Donc là, on a l'illustration des choix de programmation très différents selon les chaînes. Alors, qu'en est-il en matière d'audience de cette fiction ? Ça, c'est un palmarès qui est publié chaque année par Médiamétrie. Parmi les 100 premières audiences de la télévision, combien dénombre-t-on de fiction ? Et à l'intérieur de ces fictions, combien dénombre-t-on de fiction américaine ou de fiction française ? Alors, il y a un effet chaîne dans ce palmarès, en réalité. Mais pour autant, c'est vrai que la fiction américaine réalise des audiences supérieures aujourd'hui à la fiction française. Mais on voit qu'en 2012, le nombre de fictions américaines présentes dans ce palmarès a significativement baissé. On voit aussi que ça a un petit peu progressé pour la fiction française. Et je dirais, il est toujours... Je trouve un petit peu difficile de comparer les performances de la fiction américaine aux performances de la fiction française. Pourquoi ? Parce qu'on
encore aujourd'hui, le marché test de la fiction américaine, ce sont les États-Unis. Et si la série américaine est un échec aux États-Unis, il y a de fortes chances pour qu'on ne la voit pas, en tous les cas, sur les chaînes historiques. On les verra éventuellement sur des chaînes de moindre audience, alors qu'une fiction française, son premier marché, test, c'est le marché national. Et donc, on compare des choses qui ne sont pas tout à fait comparables. C'est pour ça que nous, on aime bien comparer en termes de ce qu'on appelle taux de réussite, c'est-à-dire on regarde quelle est la part de la fiction française qui réalise une audience supérieure à la case de la chaîne. Et en réalité, quand on regarde plus précisément les choses, on constate que 50% de la fiction française inédite diffusée en première partie de soirée, réalise une audience supérieure à la moyenne de la case de la chaîne. Donc je dirais que ce n'est pas si mal. Et ça s'est beaucoup amélioré depuis 2 ans. Nombre de fictions françaises ont remporté des succès en France en termes d'audience, mais aussi à l'étranger. Et quand on regarde ces taux de réussite, entre guillemets, par rapport au taux de réussite des fictions américaines, eh bien, on voit qu'on n'est pas si éloigné que cela, même si, bien entendu, je dirais, en valeur absolue, les audiences de la fiction américaine sont toujours un peu au-dessus de l'audience de la fiction française, mais pour autant, sur certaines chaînes, la fiction française performe très bien, voire surperforme par rapport aux audiences moyennes de la chaîne. Et il arrive même parfois que la fiction française sur une chaîne batte la fiction américaine sur une autre chaîne, et ce, en première partie de soirée. On a plusieurs exemples, même depuis le début de l'année, où certaines fictions françaises ont battu notamment les experts. C'était notamment une audience sur une fiction française diffusée sur France 3 qui avait Meurtre à Saint-Malo, je crois, qui avait battu les experts. Voilà quelques éléments chiffrés pour replacer les évolutions de la production audiovisuelle, de l'offre de fiction et les résultats en termes d'audience. Merci. Merci Benoît Danard pour toutes ces précisions. Je vais maintenant laisser la parole à Laurence Frances-Kini, directrice générale des médias et des industries culturelles au ministère de la Culture. Merci beaucoup. Je vais peut-être bouger un peu le chevalet. Alors, merci beaucoup. Après le regard européen sur la création française qui a donné lieu ce matin à des échanges que je sais avoir été extrêmement intéressants, je suis très heureuse d'ouvrir les débats de cet après-midi consacrés à l'avenir de la création audiovisuelle et de sa diffusion. Et je veux tout d'abord féliciter très chaleureusement Jean-François Boyer d'avoir su réunir une fois encore une telle diversité de regards. Pour le ministère de la Culture et de la Communication, les débats de cette journée qui permettent de réfléchir à l'avenir du secteur audiovisuel et de mettre en perspective nos réflexions à l'échelle européenne, mais aussi mondiale, sont tout à fait essentiels. L'objectif des questions qui sont posées, et en particulier cet après-midi, est ambitieux. Il s'agit de choisir le chemin que nous voulons emprunter pour la création française, et il s'agit plus largement de définir notre projet pour l'audiovisuel français de demain. Que serons-nous dans 10 ans? Quels modes de consommation vont émerger ou au contraire disparaître? Quelles seront les conséquences de la désintermédiation du secteur audiovisuel? Et comment doit-on adapter la régulation aux terminaux connectés? Comment assurer la place des créations européennes et françaises dans le monde de l'hypercommunion? C'est une expression que je trouve jolie et que j'emprunte à son auteur, Pascal Joseph. Autant de pistes nouvelles qui vont être explorées dans la première table ronde de l'après-midi, révolution numérique et création, quelle télévision et quels enjeux pour 2023, au cours de laquelle sera abordée la question de l'adaptation de la régulation à l'ère numérique, une forme de co-régulation à travers un mécanisme de conventionnement volontaire des services culturels numériques, comme le propose le rapport de Pierre Lescure, est-elle envisageable? Comment
Valoriser les services qui auraient accepté ce type de conventionnement? Est-il possible d'appréhender les acteurs implantés à l'étranger dans le champ de cette régulation nouvelle? Comment adapter la législation de l'Union européenne à ces enjeux? Ce sont des sujets qui ne manqueront pas d'être traités aussi lors de la seconde table ronde création télévisuelle, numérique et Europe. Je t'aime, moi non plus. Sur l'ensemble de ces sujets, nous sommes à un carrefour et les changements à venir doivent s'inscrire dans une réflexion globale. Au-delà de l'indispensable adaptation de notre cadre législatif et réglementaire, c'est en réalité notre modèle d'ensemble qu'il faut repenser. Pour que l'audiovisuel continue d'être créatif et dynamique, il faut, et cela a été dit, ça vient d'être illustré par la présentation de ce baromètre, il faut des programmes et une programmation qui attirent et qui fidélisent des téléspectateurs de plus en plus sollicités. C'est le métier, c'est votre métier à vous, professionnels ici présents, et c'est le résultat des choix éditoriaux et créatifs que vous faites librement. Et sur ce sujet, au fond, aucune réglementation n'y fera rien, et c'est tant mieux. Mais c'est la responsabilité des pouvoirs publics d'offrir un cadre propice au développement de la création française et plus que jamais à l'innovation, afin de mettre en place les conditions nécessaires au développement de la création dans ce monde en pleine mutation. Lors des assises de l'audiovisuel qui se sont tenues le 5 juin dernier, Aurélie Filippetti a annoncé qu'elle mènerait à bien une profonde réforme du cadre juridique de la régulation de la communication pour l'adapter aux mutations de ce secteur. Les concertations et les expertises seront conduites d'ici la fin de l'année en vue d'une loi de régulation et de développement de l'audiovisuel qui sera débattue au Parlement en 2014. Cette réforme portera sur plusieurs questions majeures sur lesquelles la réflexion est engagée. La première, c'est l'adaptation de la réglementation audiovisuelle à l'heure d'Internet. Cette question s'inscrit dans l'acte 2 de l'exception culturelle. Il s'agit d'appliquer des dispositifs nouveaux de régulation à l'ensemble des services culturels numériques et, ce qui n'est pas une mince affaire, à définir ces services culturels numériques, tout en conservant les objectifs de politique audiovisuelle que nous connaissons et qui sont le socle de notre système. Garantir une offre pluraliste et de qualité, favorisant la diversité culturelle et le développement de la création française et européenne. Il s'agit d'adapter sans perdre ce qui fait notre spécificité. Il s'agit aussi d'une question d'équité entre deux mondes qui ne sont pas antinomiques, le monde linéaire et l'univers délinéarisé, et cela notamment du point de vue de l'application des objectifs d'intérêt général comme ceux liés à la protection des mineurs ou encore au respect de la dignité de la personne humaine. Sera posée, bien sûr, la question du rôle tout à fait essentiel que doit jouer le régulateur de l'audiovisuel et l'extension de son champ de compétences. Olivier Schrammeck a excellemment évoqué ces questions dans son discours de clôture des travaux de la matinée. Pour être efficaces, nos réflexions doivent nécessairement s'inscrire dans un environnement européen et international. Grâce à l'engagement et à la mobilisation de tous, la France a obtenu l'exclusion des services audiovisuels des négociations qui s'ouvriront avec les États-Unis en vue de la conclusion d'un accord de libre-échange. C'est pourquoi l'évolution de notre cadre juridique national et les ambitions que nous défendons devront continuer d'être portées plus que jamais avec force au niveau européen. La Commission européenne a ouvert plusieurs chantiers de réflexion parallèles aux nôtres. Je pense notamment à la question des taux de TVA pour les services culturels en ligne, sur laquelle une révision de la directive TVA est urgente pour rétablir la neutralité technologique et surtout les conditions de la compétitivité équitable des services culturels européens en ligne. Je pense aussi, plus spécifiquement pour le secteur de l'audiovisuel, à la consultation qui est lancée
au travers du livre vert sur la télévision connectée qui pourrait aboutir à la révision de la directive Services médias audiovisuels qui fixe le cadre communautaire applicable à l'audiovisuel. La France ne pourra accepter une révision de la directive sur les services de médias audiovisuels qui conduirait à abaisser nos exigences en matière de contribution à la création et nos ambitions quant à la qualité et à la diversité du paysage audiovisuel européen. Si une telle révision est engagée, deux aspects fondamentaux méritent une attention particulière. D'une part, la manière dont le champ d'application de la directive pourrait être élargi afin d'appréhender de manière pertinente ces nouveaux acteurs clés de l'accès aux œuvres audiovisuelles et cinématographiques que sont les distributeurs de services audiovisuels en ligne. Et d'autre part, et de manière tout à fait corrélée, la question de la territorialité du droit et du renforcement du principe de l'application de la réglementation du pays d'origine au profit du principe du pays de destination. Je mentionnerai aussi, parce que notre mobilisation doit rester totale et complètement engagée, le projet de communication sur le cinéma que j'imagine le CNC évoquera tout à l'heure et qui pose un certain nombre de questions tout à fait préoccupantes et délicates. Et qui est un enjeu, je pense, de court terme extrêmement important. Pour défendre notre vision de l'avenir du secteur de la création, la France doit rester un moteur de la politique européenne de l'audiovisuel. Une autre problématique, et je serai brève car je sais qu'Olivier Schrammeck l'a abordée, sur laquelle nous avons d'ailleurs engagé très récemment une concertation, concerne l'avenir de la diffusion hertzienne de la télévision. La diffusion hertzienne, on ne dit même plus TNT, demeure en effet aujourd'hui le premier mode de réception de la télévision. Elle doit pouvoir continuer de proposer des services innovants afin de répondre aux attentes des secteurs économiques, mais surtout à l'ensemble des téléspectateurs, notamment les plus fragiles. Il y a là un enjeu qui est un enjeu de lien social et de cohésion de la société. Cette diffusion hertzienne en France, c'est aussi le socle du financement de la création audiovisuelle et de cette diffusion. Et c'est la raison pour laquelle cette offre hertzienne ne doit pas être marginalisée à l'avenir, mais au contraire, doit avoir tous les moyens de continuer à se développer et à se moderniser en allant vers la généralisation de la haute définition et en offrant l'accès aux nouveaux standards de qualité d'image qui apparaissent. Je saisis d'ailleurs cette occasion pour souligner l'importance de répondre à la consultation qui vient d'être lancée par la ministre de la Culture et de la Communication. J'en viens à la production audiovisuelle et aux relations entre les chaînes et les producteurs qui sont au cœur de notre politique de soutien et d'exception culturelle. Aurélie Filippetti a confié une mission d'expertise à Laurent Vallet, directeur général de l'IFCHIC. Il a d'ores et déjà engagé des consultations avec les professionnels et formulera d'ici la fin de l'année des propositions d'adaptation des obligations de financement de la production qui s'appliqueront aux chaînes de télévision, que ce soit les diffuseurs privés, mais aussi France Télévisions. Nous attendons des propositions qui seront, à n'en pas douter, compte tenu de la personnalité de l'intéressé, pertinentes, appropriées et innovantes, notamment pour tirer profit des opportunités offertes par les nouveaux usages numériques. Dernier point, le financement de l'audiovisuel. C'est un enjeu majeur, évidemment, pour la pérennité et l'équilibre du secteur. Et le pluralisme, ça passe aussi par un équilibre entre les chaînes privées et les chaînes publiques, et notamment France Télévisions, qui joue un rôle tellement moteur dans la création audiovisuelle. La consolidation du financement de la télévision publique, cela doit demeurer une priorité. S'agissant des règles applicables au marché publicitaire, là aussi, comme cela avait été annoncé le 5 juin dernier, une consultation vient d'être lancée auprès de l'ensemble des professionnels concernés. Alors, bien sûr,
c'est une opération qui est extrêmement délicate parce qu'il y va du dynamisme, du financement du secteur, il y va aussi du maintien de cet équilibre qui est un équilibre subtil entre les différentes parties prenantes de ce marché publicitaire. Et il est, dans le cadre de cette réforme, primordial d'éviter de stabiliser ce fragile écosystème, notamment lorsqu'il s'agit de protéger la diversité des films de cinéma ou encore la diversité culturelle. La mutation numérique nous oblige donc à réviser les paramètres de notre législation, de notre réglementation. Elles obligent également à un renforcement de notre régulation, mais elles n'ébranlent en rien ni les principes, ni les fondements qui sous-tendent le système audiovisuel français. Et je suis persuadée que les réflexions de cet après-midi permettront de confronter les points de vue et de proposer des pistes de modernisation des modèles économiques des œuvres audiovisuelles de manière à mieux financer, mieux exposer, mieux faire rayonner et mieux valoriser la création française. Je vous remercie. Merci Laurence Franceschini. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous pour cette 10e édition de la journée de la création organisée par Jean-François Boyer, le président de l'association pour la promotion de l'audiovisuel. Alors cet après-midi, nous allons tenter d'imaginer la télé de demain à l'aune de la révolution numérique. Nous allons nous projeter dans le futur. Quelle télévision et quels enjeux à l'horizon 2023 avec 26 chaînes TNT, les chaînes du web, l'explosion de la vidéo sur le net avec près de 6 écrans par foyer. La consommation de la télévision, si elle augmente, s'éparpille. Les usages se modifient et changent constamment. Alors, quelles conséquences sur la création et la diffusion ? Comment s'adapter à la mutation numérique? À quoi va ressembler la télé connectée? Comment repenser nos modèles économiques? Ce sont quelques-unes des questions que nous allons nous poser avec les intervenants de cette table ronde et une table ronde qu'on espère interactive. Vous pourrez bien évidemment participer dans la salle. Alors sur ce plateau, François Bertrand, vous êtes producteur, vous dirigez la société Caméra Lucida qui produit notamment des documentaires. À vos côtés, Sylvie Coquard, vous êtes scénariste, vous avez écrit de nombreuses séries télé et vous êtes vice-présidente de la Guilde française des scénaristes. À vos côtés, Jérôme Dechêne, vous êtes directeur de l'audiovisuel à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. À vos côtés, Michael Goldman, vous êtes le président de My Major Company, une plateforme de financement participatif sur le web et aussi un label de musique. Vous nous expliquerez tout à l'heure ce que vous faites. Antoine Nazaret, vous représentez Dailymotion qu'on ne présente plus. Vous êtes directeur des contenus. Enfin, Bruno Patino, directeur général délégué au programme, aux antennes et au développement numérique de France Télévisions. Alors avant d'entrer dans le vif du débat, je vous propose de regarder un sujet. C'est une petite synthèse des débats des années précédentes sur la télé et la révolution numérique. Regardez. Nous sommes en train de vivre une révolution qui n'est pas seulement une révolution technologique, qui est aussi une révolution socioculturelle. Cette révolution socioculturelle ne va pas tuer la télévision, elle va simplement la transformer. C'est-à-dire que la télévision va devoir s'adapter à ce nouveau média qui est Internet et va devoir être capable d'y diffuser des contenus, de tenir compte, par exemple, de la transformation fondamentale qu'il y a avec le fait que le rendez-vous n'est plus une obligation technique, mais justement fondée sur une demande sociale. Donc on est dans une situation qui est radicalement nouvelle, sur laquelle les ajustements ne sont pas encore faits. Nous sortons d'une période à la soviétique où il y avait 5 chaînes qui chacune avait son petit carré et qui permettait par exemple à TF1 d'avoir des audiences que seule, je pense, la télévision d'État de la Corée du Nord pouvait concurrencer. C'est fini tout ça. Fini. Donc il faut complètement oublier le passé et essayer de se dire qu'est-ce que nous aimerions faire pour un public que l'on scie beaucoup plus. Il faut
réécrire, écrire différemment, faire des scénarios non linéaires, construire une démarche où il y a toujours des portes de sortie ou des portes d'entrée qui permettent soit d'aller sur un nouveau support, sur un autre support. On peut faire Plus belle la life sur le web avec un ton différent. Et donc là, tout d'un coup, on ira toucher un autre public. Ouais. Mais il ne faut pas oublier que le web, c'est un écran comme les autres où il faut des vrais créateurs. Est-ce que la télévision connectée, la capacité désormais de chacun de composer ses choix, ses programmes selon son propre agenda, vous les considérez comme vos meilleurs ennemis ou vos meilleurs alliés ? Moi, je pense que c'est notre meilleur allié en termes de créativité, parce que ça va nous obliger à réfléchir la fiction différemment, à réfléchir ce qu'on appelle la fiction globale aujourd'hui, la fiction transmédia, c'est-à-dire comment on a un cœur narratif qui peut être au niveau de la diffusion de base télévisuelle et tout ce qu'on peut avoir comme environnement de contenu sur les différents supports, tablettes, Internet, etc. Il est clair que les nouveaux médias vont apporter des opportunités qui sont à la fois artistiques et financières. Qu'est-ce que c'est le grand événement des 18 derniers mois? C'est que l'Internet est devenu avant tout un système de distribution d'images animées, un système de distribution audiovisuelle. Les gens vont aujourd'hui sur le net pour regarder des images qui bougent. Au fond, est-ce qu'on va être capable d'en profiter? Et c'est ça la question qui reste à poser. Est-ce que nous, créateurs de programmes, on va être capable de s'adapter, à la fois de prendre en compte la dimension interactive sur le plan artistique, à la fois d'aller chercher ces nouveaux modes de financement, puisque ça nous impose de se mettre en rapport avec des mondes professionnels qu'on ne connaît pas. Et le gros problème qui se pose aujourd'hui, c'est que ces moteurs de recherche, ces agrégateurs de contenu sont mondiaux, alors que les producteurs de contenu sont nationaux. Et aujourd'hui, il n'y a aucun partage de revenus équitable entre ces deux mondes. On doit trouver un moyen de collecter du financement de la création sur ces nouveaux moyens de distribution des images. Je pense que l'initiative de l'insertion d'une marque, quelle que soit cette insertion, on a fait des choses très vulgaires jusqu'à présent, mais on peut imaginer des choses beaucoup plus fines, doit se faire à l'initiative du scénariste. Vous voulez faire des fictions financées par LVMH. Voilà. Toute l'idée, c'est de dépasser la publicité et d'avoir des approches qui soient beaucoup plus fines, qui créent de la valeur. Il va falloir que tout ça se fasse avec beaucoup de finesse et à l'avantage des scénaristes, certainement pas de nous. Jérôme Dechaine, vous allez ouvrir le bal, vous allez prendre la boule de cristal. Vous avez vu un peu cette synthèse des débats. Vous la voyez comment, la télé en 2023 ? Par rapport à la présentation qui vous a été présentée tout à l'heure, il y avait la TNT effectivement qui a surgi en 10 ans, mais je voudrais surtout insister sur le fait que l'ADSL est arrivé et a profondément changé les usages audiovisuels, mais ça ne se voit pas immédiatement. On a beaucoup parlé de tuyaux pendant 10 ans, et certains des débats qui ont été relayés ici l'ont rappelé. Et finalement, les 10 ans qui viennent, on va arriver, vont concerner le contenu. Alors quel type de contenu ? Il y a la révolution qui va s'avancer, c'est celle du jeu vidéo. Et elle est bizarrement assez peu traitée dans nos filières. La convergence dont on parlait, vous vous souvenez de Jean-Marie Messier, les chaussettes trouées sur son matelas, aujourd'hui elle a été faite, elle a été actée, on est en train de la digérer. Et la révolution qui va survenir, permise par les réseaux, les tuyaux, les débits qui sont à la disposition des gens, vont concerner le jeu vidéo, c'est quasiment certain. Donc, c'est-à-dire qu'a priori, les générations qui vont s'avancer dans le temps, les box, tout va tourner autour de la box. La véritable révolution des usages, de l'ergonomie, de l'accès aux services, va concerner cette petite boîte qu'on a dans une majorité de foyers désormais en France, et qui concerne la box. Via cette box, de plus en plus vont converger évidemment des œuvres, évidemment des contenus, évidemment des services qu'on a l'habitude de voir, mais derrière tout ça va s'engager une véritable guerre du temps, on peut la résumer comme ça, c'est-à-dire entre des usages familiaux, des usages de loisirs, mais également la domotique qui va arriver, venir converger et se greffer à cette box. Et derrière tout ça, la véritable problématique qui va se dresser, ça va être un véritable conflit entre on va dire un secteur socio-culturel qui a l'habitude de raisonner dans un certain cycle de financement, et de l'autre, un usage de jeux de plus en plus immersif, puisque ça va être bien entendu l'immersion qui va être la clé de ces 10 prochaines années, et qui est capable, à lui seul, de venir totalement dynamiter les usages, les habitudes qu'on a, le langage et la création. Alors derrière tout ça,
se cache en toile de fond une autre seconde grande révolution, enfin en tous les cas une summa divisio de l'ère numérique, c'est celle qui concernera le monde amateur avec le monde professionnel. Mais on y ira peut-être après. Mais en tous les cas, pour le jeu vidéo, pour moi, c'est clair que c'est la prochaine grande convergence. Si je retiens c'est l'immersion. François Bertrand, la télé, on l'a dit et redit, est à la croisée des chemins. La révolution numérique, la baisse des recettes publicitaires, la baisse des crédits. Comment un producteur comme vous vit-il aujourd'hui ce tournant? Comment vous adaptez? Vous produisez, vous, pour le web? Alors oui, Caméra Lucida produit pour le web. En fait, les expériences qu'on a eues sont uniquement avec les chaînes du service public, hein, Arte et France Télévisions pour l'instant, et Radio France, il faut quand même que je le précise. On est en train de faire tour en tête sur Radio France. Moi, après, si on me pose la question du rôle du producteur et de quel va être mon rôle en 2024, et je précise bien dans le documentaire, hein, moi, pour l'instant, je vois beaucoup de confusion quand même, parce que le plus dur pour nous, c'est d'agréger ce qui a été dit au début du débat, c'est-à-dire d'agréger une audience, d'arriver à la garder, d'arriver à la maintenir, sachant qu'on sait qu'aujourd'hui, la division de l'attention est grande. Il n'y a qu'à voir ici, hein, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui en même temps sont en connexion avec leur bureau et peut-être certainement sur un jeu vidéo, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a plusieurs écrans à la fois déjà dans cette salle. C'est une réalité. On voit les jeunes aussi qui sont effectivement, le public plus jeune consomme, je crois qu'on a dit 8 écrans par foyer, c'est ça? Je pense que 6 en moyenne. Voilà, bon, il y en a un qui en a qu'à part 4, je pense. Ce sont les plus jeunes, la dernière génération. Après, le rôle du producteur va être de répondre et d'essayer de trouver les solutions pour agréger, maintenir, fidéliser. Et c'est assez complexe. Nous, on produit majoritairement, je dirais majoritairement, mais pas que, dans le domaine de la culture. Donc on réfléchit beaucoup parce que la culture est souvent considérée comme une niche et que si on reste dans un système classique, on s'appauvrit, on ne va pas chercher à créer on ne va pas donner envie tout simplement, parce que pour agréger, il faut donner envie. Donc ça va par la recherche d'une création de communauté qui sera pour promouvoir le film à antenne, mais pas forcément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui a changé par rapport à 3 ans, c'est qu'avant, on essayait de trouver un effet d'aubaine et de faire de la promotion. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être un pic d'audience à un moment précis, il y a un événement télévisuel, mais c'est pas obligé. Au-delà de la promotion. Oui, en fait, l'audience qu'on cherche à agréger et qui était avant souvent à un instant T, aujourd'hui, maintenant, il est dilué dans le temps et j'aurais tendance à dire que nous, producteurs, aujourd'hui, notre idée, c'est d'essayer de trouver des programmes qui puissent maintenir cette audience, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a agrégé cette communauté, on la considère comme un capital et voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut rapporter, ce sera les problèmes de demain, je pense, de voir comment est-ce que, pour tout ce qui est programme culturel, j'entends bien. Vous produisez également exclusivement pour le web ou pas? Alors oui, encore une fois de plus pour les 2 chaînes publiques. Donc on a fait tout récemment le Théâtre sans animaux, donc de Jean-Michel Ribes qui était sur les nouvelles écritures de France Télévisions. Et également en ce moment actuellement Blow Up sur Arte, qui est une sorte de fanzine du cinéma qui s'appelle l'actualité du cinéma ou presque, entre parenthèses. La parenthèse est très importante, donc ça s'appelle Blow Up. Et c'est très très intéressant à faire aujourd'hui parce qu'on sait que si parfois ça reste anecdotique, en tout cas ce sont des laboratoires encore aujourd'hui, mais moi je suis persuadé en tant que producteur que ce sont les enjeux de demain, c'est-à-dire qu'il faut arriver à trouver des dispositifs et dans le documentaire je pense que c'est bien plus simple, on en parlait tous ensemble pendant le déjeuner, c'est bien plus simple parce qu'on a beaucoup de matériel, on s'adresse souvent, le documentaire s'adresse à quelqu'un qui a une connaissance de quelque chose et qui cherche à l'approfondir. Voilà, donc tout ce qui peut être contenu augmenté participe de cet approfondissement de la connaissance et bienvenue. Sylvie Coquard, est-ce qu'on écrit de la même façon pour le web et le broadcast? Comment vous adaptez l'histoire que vous racontez aux nouveaux médias? Il y a une double question dans votre question. Oui. Vous désignez 2 choses différentes. Il y a les programmes d'accompagnement sur les nouveaux médias des fictions existantes et il y a les programmes natifs. Les programmes d'accompagnement, il y a eu plusieurs expériences avec Borgia, Plus belle la vie, etc. Les programmes natifs, il y a très peu d'expériences. Il y a France 2 qui en fait. À ma connaissance, TF1 en fait pas.
Arte peut-être en fait, mais j'en suis pas certaine. Je connais leur programme d'accompagnement, si Arte. Voilà, donc la question, c'est déjà de distinguer ces deux choses-là, une forme de marketing accompagnant les programmes et passant par les nouveaux médias, et d'autre part les projets originaux. Est-ce qu'on écrit différemment? Oui et non. C'est-à-dire que je pense qu'Omer va avoir encore de belles heures devant lui. Je ne parle pas du programme Odysseus seulement. Je parle de la narration et de la dramaturgie qui est préalable à toute narration, qu'elle soit linéaire ou non linéaire. Les créateurs de jeux sont d'ailleurs très souvent formés dans les écoles de scénario. Enfin, en tout cas, pour une partie, ceux qui travaillent aujourd'hui chez Ubisoft viennent pour partie, je ne sais pas de la FEMIS, mais en tout cas du CEA, oui. Donc ça veut dire que la façon de raconter les histoires, même si elle est délinéarisée, même si il faut travailler avec des ingénieurs, avec des graphistes, avec d'autres types d'auteurs, mais ça en fiction on est extrêmement habitué à travailler ensemble, on reste quand même dans une réflexion sur comment on va entraîner le public, comment on va lui donner envie, comment on va voilà, l'intéresser, sachant que cet intérêt, c'est plus un one-shot, mais ça peut être sur plusieurs années. Enfin, c'est d'autres façons de penser, mais c'est quand même des questions qu'on se pose, qui ressemblent à celles qu'on se pose en fiction. Je voudrais juste préciser quelque chose pour vous donner juste 3 petits chiffres. Aujourd'hui, en cinéma, il y a 220 films, il y a 20 auteurs qui vivent du cinéma. En télé, il y a 1000 scénaristes, il y en a 300 qui vivotent, il y en a 50 qui vivent bien. En nouveaux médias, il y a 10 auteurs qui vivent bien en nouveaux médias. Une des questions qui se pose pour les auteurs, pour aller travailler, et les nouveaux, les jeunes, mais comme les jeunes comme les vieux, pour aller travailler sur ces nouveaux médias-là, et pour fabriquer du contenu, et pour qu'en 2023, on ne nous dise pas, les Américains sont tellement formidables quand ils fabriquent des nouveaux médias, alors que les Français ne le sont pas. Une des vraies questions qui se pose, c'est d'arriver à protéger le petit nid de créateurs, auteurs, jeux, scénarios, concepteurs, etc., qui est à l'origine de la création. C'est-à-dire, bien évidemment, on travaille avec des producteurs, bien évidemment, on travaille avec des diffuseurs, mais à l'origine, on est là. Et quand j'entends toutes les conversations institutionnelles, j'ai toujours l'impression qu'on nous agrège comme quantité négligeable à des grandes discussions sans prendre une attention particulière à ce petit noyau qu'on forme, et qui doit être vraiment, pas simplement protégé, entretenu, mais mis en confiance, qui n'est pas aujourd'hui. Moi, j'aimerais qu'en 2023, il n'y ait pas 10 auteurs de nouveaux médias, mais il y en ait 500. Voilà. Et la même chose pour le cinéma et la fiction. Voilà, il y a du boulot. Bruno Patino, les auteurs sont agrégés. Ça marche pas. Si, ça marche. Oui, ça marche. Non, enfin, je ne vais pas évidemment répondre à cette question, mais parce que ce n'en est pas une. Mais au total, juste 2 mots quand même par rapport à ce que vous dites. D'abord, 2023, moi, je ne sais pas me projeter. On va essayer déjà de faire 2020, 2017 ou 2016. Plus une chose particulière, je crois, puisque dans le sujet, les gens se demandent qu'est-ce que c'est que la télé connectée. Moi, qu'est-ce que c'est que les nouveaux médias, etc. S'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que cette dissociation-là, elle, va disparaître. C'est-à-dire que moi, je ne pense pas qu'on regarde la télé connectée, on ne va jamais la regarder. En revanche, il y a des gens connectés qui regardent la télé. Et il y a des gens connectés qui regardent des écrans qui eux-mêmes sont connectés. Et donc, quand vous êtes connecté et que vous regardez un écran qui est connecté, qu'est-ce que ça change? Et on s'aperçoit aujourd'hui, je crois, qu'il y a déjà des facteurs qui sont à l'œuvre, qui montrent vers où on va. Donc, il y a plein d'incertitudes sur ce qui arrive, mais on voit déjà quelques facteurs force, quelques vecteurs force qui jouent. Et le premier de ce vecteur force, c'est le foisonnement. Le foisonnement d'abord des formes. Moi, je ne fais pas de différence, entre les formes qui sont en train d'expérimenter en accompagnement. D'abord, je ne sais pas ce que c'est que l'accompagnement, les formes natives ou autres, on y reviendra après, mais je crois qu'il y a un foisonnement extraordinaire des formes narratives. Donc ça devrait nous rendre d'abord optimistes, parce qu'il n'y en a jamais eu autant, et puis ça devrait nous dire qu'on est face à un monde créatif qui s'ouvre, où plein de talents différents, de façon d'exprimer leurs talents, vont pouvoir exister. Le deuxième foisonnement qui arrive, c'est la façon de vivre une expérience de programme. Encore une fois, on s'aperçoit, et c'est pour ça que je me permets de dire attention à la différence entre accompagnement et forme native, parce que finalement, autour d'un même programme, j'y reviendrai, de plus en plus, les télévisions, en tout cas on essaye de le faire à France Télévisions, proposent plusieurs façons de le vivre. Que vous le viviez de façon traditionnelle, en regardant sur un téléviseur, une forme narrative, que vous le viviez en ayant 2 écrans en main qui proposent
chacun d'entre eux une arche narrative différente, que vous le viviez en ayant 2 écrans en main, mais le deuxième vous proposant de partager, de commenter ou de même poser des questions ou interagir avec ce programme. On voit bien qu'on propose en même temps de plus en plus à la télé à regarder, la télé à vivre et la télé dans laquelle on contribue, à laquelle on contribue, pardon pour le français. Donc sur ce foisonnement-là, c'est une force qui est à l'œuvre et petit à petit, je me dis qu'on voit bien qu'il y a une dissociation qui disparaît. C'est pour ça que moi je suis, par rapport à votre sujet, vraiment en écart par rapport à cette notion de tuyau ou de mode de distribution, parce que je pense que de plus en plus, une expérience ou une expérience autour d'un programme, c'est 3 choses à la fois. C'est-à-dire le contenu lui-même, si tant est qu'il puisse être, j'allais dire, isolé de tout, c'est son écran, son contexte d'utilisation, deuxièmement, et troisièmement, l'interface que vous utilisez, que vous le viviez sur un téléviseur connecté, dans Facebook, sur Dailymotion ou autre. Et que si vous touchez à un seul de ces paramètres, alors l'expérience se modifie et vous êtes sur une autre expérience programmatique. Et je parle de création là. C'est-à-dire que là où ça vous amène potentiellement, ça vous amène dans une expérience qui peut être plus proche du jeu vidéo. Moi je suis d'accord quand on dit que les codes ludiques, les codes du jeu vidéo rentrent, y compris dans des formes narratives de second écran sur les documentaires. Les serious games accompagnent de plus en plus des documentaires extrêmement pointus qu'on peut faire. Et donc si vous modifiez un seul de ces paramètres, alors vous modifiez l'expérience. Et donc, la télé de 2023, moi je la vois comme une télé qui propose une multiplicité d'expériences possibles autour des mêmes programmes. Et troisièmement, pour finir, pour ne pas être trop long, le rôle là-dedans d'un diffuseur et avant toute chose de France Télévisions. Moi je constate une chose, évidemment c'est la palissade, toute l'architecture de notre modèle de financement, mais aussi de mise en avant des programmes ou de partage, c'est autour de la diffusion, parce que la diffusion était la ressource rare. C'était difficile de toucher plusieurs personnes en même temps. Et donc toute l'architecture du monde qu'on a connu s'est construite, toute l'architecture des masses médias, autour de cette capacité à diffuser. Et en échange, vous aviez, soit vous étiez un service public, ou des obligations de service public, etc. Aujourd'hui, la ressource rare, c'est quoi? Ça n'est pas diffuser, c'est faire trouver. Parce que dans ce monde où l'offre est absolument protéiforme, et où tout se côtoie, où tout d'une certaine façon est horizontalisé, eh bien la recommandation est devenue aujourd'hui la compétence rare. Et donc ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui l'enjeu il se déplace autour de la recommandation, autour de 2 questions. D'abord, qui ou quoi recommande, comment on recommande, et une question annexe, est-ce qu'à un moment donné structure pas le financement autour de cette recommandation. Et évidemment, autour de qui recommande, on voit bien qu'aujourd'hui, la recommandation, elle se retrouve chez l'algorithme. Donc aujourd'hui, les grands algorithmes puissants sont évidemment les plateformes qui sont capables d'avoir énormément de données personnelles et des données autour des programmes et qui sont capables de les traiter avec des algorithmes. D'où YouTube, d'où Google évidemment, d'où Dailymotion, d'où d'autres. Mais la recommandation, vous pouvez aussi à un moment donné avoir des véhicules de recommandations à l'intérieur. C'est ce qu'essaye de faire France Télévisions quand on dit que face à cette désintermédiation que vous avez mentionnée, on essaye nous de proposer une nouvelle intermédiation, de se repositionner là, c'est autour de la recommandation. Donc une recommandation qui est celle d'un éditeur, fait avec des gens qui ont des goûts, qui a une capacité aussi de traiter des données avec des algorithmes de médias de précision. Et donc tout se joue à mon avis là, c'est qui va recommander. Est-ce qu'en clair, on va laisser à des acteurs internationaux le soin de recommander les contenus? Ou est-ce qu'à un moment, on positionne des acteurs français, et notamment des acteurs publics, pour rentrer dans cette recommandation? Quels moyens on leur donne? Et est-ce qu'à un moment, on ne structure pas l'ensemble du financement autour de la ressource rare, la recommandation, la seule qui permet, à mon avis, de gérer l'ubiquité des programmes et le fait de toucher tous les publics à un moment donné? Bruno Patino, pour être un peu concret, vous avez créé le département Nouvelles Écritures. Pour que tout le monde comprenne, parce qu'on est quand même retransmis à la télé, le département Nouvelles Écritures que vous avez créé, vous en faites quel bilan, justement, pour réfléchir à tout ce foisonnement dont vous parliez? Ah la vache, vous m'avez tué là, avec le côté. Non. Bon, allez, arrêtez de parler, soyez concrets un peu. Moi, j'avais l'impression de l'être. Bon, alors, soyons concrets. En gros, on va reprendre rapidement les 3 points. Proposer des expériences multiples. Alors, je vous en donne 3. Un, par exemple, les documentaires. Eh bien, ce qu'on a fait autour
2 expériences autour de documentaires. L'une qui m'est chère parce que c'était la première qu'on a lancée autour d'un documentaire qui s'appelait Manipulation, qui était un documentaire d'enquête sur notamment l'affaire Karachi. En même temps, avec une société qui s'appelle Upian, on a créé un Serious Game. Voilà. Et donc, vous pouviez en même temps regarder un documentaire d'une facture télévisuelle, je veux dire, à mon avis, de premier rang, et un serious game. Donc, vous pouviez en même temps faire votre propre enquête dans le même temps où le Pierre Péan et son enquêtrice faisaient leur propre enquête sur les écrans. Deuxième possibilité, à l'inverse de l'expérience proposée sur un documentaire, eh bien aujourd'hui, de plus en plus, les documentaires de France 2 proposent d'être, entre guillemets, live-tweetés en même temps qu'ils sont diffusés, c'est-à-dire vous pouvez, en même temps qu'ils sont diffusés, interroger leur réalisateur, leur producteur, leur auteur, en même temps sur qu'est-ce qu'ils ont voulu dire, pourquoi, comment, etc., et arriver à une interaction avec ceux qui ont fait ce propre documentaire. Vous avez le choix, vous pouvez le faire ou ne pas le faire. Autour des documentaires, autour des fictions, on a cité Plus belle la vie, mélange que j'adore toujours citer, c'est le mélange de la fiction et de la réalité. Le personnage de Ninon, à un moment donné, dans Plus belle la vie, qui est un journaliste, se révolte contre l'installation de caméras de surveillance dans la zone du Mistral et dit aux téléspectateurs que pour lutter contre ça, elle a créé un blog. Les nouvelles écritures de France Télévisions ont créé ce blog. Et sans qu'on invite les téléspectateurs à le faire, il se trouve qu'il y a des milliers de téléspectateurs qui vont rechercher, voir si ce blog existe, et vous savez quoi, il existe. Et donc ils contribuent, et ils parlent de leur expérience réelle, dans leur ville réelle, des caméras de surveillance réelles, et ils en parlent sur un blog d'un personnage de fiction. Et ça ne leur pose pas de problème, ce mélange entre fiction et réalité, qui va ensuite innerver la fiction 2 épisodes plus tard, puisque Ninon va parler de ses contributions réelles sur son monde réel. Ça, c'est une expérience sur la fiction. Je ne vais pas aller plus au-delà, mais le développement des nouveaux écrans, le développement des arches narratives, encore une fois, c'est pour ça que moi je me méfie de c'est natif ou c'est pas natif. Parce que 6 écrans, vous les avez cités, c'est 8,5 écrans quand le chef de famille a moins de 49 ans, ce n'était pas du tout pour être polémique. Ce que je veux dire, c'est qu'au départ, ça démarre natif et autres. Aujourd'hui, si vous voulez, moi je ne crois pas à la convergence en sens où tout serait identique et serait multidistribué sans être contextualisé, mais qu'en revanche, on doive proposer de façon créative plusieurs expériences autour d'un même programme, ça j'y crois. Et évidemment, sur la réintermédiation, nous, ce qu'on propose, c'est une hyperdistribution contrôlée, c'est-à-dire que France Télévisions soit, en quelque sorte, le véhicule de recommandation de toutes les œuvres qu'il contribue à financer sur l'ensemble des plateformes numériques. Voilà. C'était concret ? C'était très concret, merci. Sylvie Cocard, vous vouliez réagir et après je voudrais laisser la parole aux autres intervenants qui n'ont pas encore parlé. Okay. Non, juste, je voulais pas, c'était pas polémique non plus, mais tu as parlé de qui recommande, comment on recommande. Moi, je te parle de qu'est-ce qu'on recommande et c'est là où il y a une différence quand même entre les programmes natifs et non. Quand tu parles d'un programme natif, ils vont inventer un sens. Quand le sens existe déjà parce qu'il a été créé dans une fiction classique, tu as des choses autour, c'est de l'ajout de sens, c'est de l'à côté du sens, c'est du plus de sens, mais tu pars d'une base. Et pour moi, il y a vraiment quand même si c'est les mêmes médiums, même si c'est les mêmes questions qui se posent, c'est quand même pas tout à fait le même processus de travail. Et quand je me projette, moi, en 2023, je me dis qu'un certain nombre de créations d'origine seront des créations complètement nouveaux médias, donc pas soutenues d'une certaine façon par un programme sur hertzien, et que là se pose la question de qu'est-ce qu'on recommande. Voilà. Ouais, moi juste, parce que j'adore ce dialogue, parce qu'en fait c'est le cœur. Moi je regarde True Blood, la nouvelle saison, je regarde House of Cards, et c'est des programmes qui, dès l'origine, sont pensés pour être multi-expériences. Dès l'origine. Même les programmes comme Pretty Little Liars ou autres sont certes, des fictions... mais tu me parles du programme série, là. Oui, bien sûr, je parle de séries, mais ça peut être le cas sur une fiction unitaire, et je suis absolument persuadé que ça peut être le cas sur le documentaire. C'est-à-dire qu'on pense aujourd'hui à des documentaires qui, depuis l'origine, de la même façon que dans une série, tu peux avoir à un moment donné plusieurs arches narratives, tu as plusieurs espaces ou plusieurs expériences de narration possibles. Et je crois vraiment que ça, en 2023 en tout cas, je suis absolument persuadé qu'on ne pensera plus ou quasiment plus à un programme pour un seul écran ou un seul usage donné. Je ne peux pas croire à ça, parce qu'en plus de ça, je ne pense qu'aucun usage unique suffira à financer un programme quel qu'il soit à partir du moment où il est qualitatif et il fait vivre effectivement des auteurs, des scénaristes, etc., etc. Je voudrais laisser la parole maintenant à Antoine Nazaret. Vous vous occupez des contenus chez Dailymotion. Vous êtes donc un hébergeur. Les internautes publient leurs vidéos. Alors, vous mettez en avant leur contenu avec les vidéos stars. Est-ce que aussi vous financez des projets ou pas du tout? Ça nous arrive, mais ce n'est pas le modèle majoritaire aujourd'hui qui est pratiqué. Comme vous l'avez
malicieusement souligné, nous sommes un hébergeur, effectivement. L'origine de Dailymotion, comme de tous les sites de partage de vidéos, c'est une barrière technique qui est franchie et un nouvel usage qui est inventé, un nouveau service qui est celui de pouvoir publier, diffuser et partager de la vidéo. Et de ce que je retiens ici et de ce que nous, on veut mettre en avant de notre expérience, c'est que le cœur de la disruption, c'est l'usage. C'est le service qu'apporte un média numérique ou une industrie numérique. C'est cet usage qui change la vie des internautes ou qui leur apporte de nouvelles possibilités. En l'occurrence, la possibilité que les portails de vidéos ou les plateformes de vidéos ou les sites ou les services de partage de vidéos en ligne ont apporté, c'est effectivement quelque chose de désintermédié, de très démocratisé, de très à plat, comme on l'a dit, c'est-à-dire la possibilité pour chacun de publier simplement des contenus, de les regarder très simplement et de les partager. Et donc, on a libéré d'une certaine manière des formes nouvelles, des pans nouveaux d'écriture, de création, de partage, de diffusion de contenu. Et cette nouvelle liberté, elle s'est faite en faisant rentrer de nouveaux acteurs, des nouvelles formes d'écriture. On en a parlé sur le jeu vidéo, c'est pour moi déjà en cours et déjà en place. Ça a été le cas aussi autour de la musique, qui très vite s'est emparé de ces nouveaux usages pour revivre par exemple le clip qui s'était un peu fatigué, disons, et qui aujourd'hui est encore l'un des supports majeurs de la consommation de vidéos aujourd'hui sur Internet. C'est la même chose pour l'humour, où des nouvelles formes d'écriture se sont propagé et qu'aujourd'hui on connaît maintenant tous très bien. Donc en réalité, on a quelque chose qui s'est aplati où chacun est capable de donner son avis, de faire de la recommandation ou de recommander un contenu ou de partager un contenu, ce qui est essentiel, mais où les nouveaux acteurs se sont déjà emparés de l'outil de création, ont déjà diffusé des contenus, d'innombrables télévisions, radios, groupes de presse, producteurs de musique, clubs de sport, acteurs du jeu vidéo, se sont déjà emparés de ce sujet depuis très longtemps, produisent, innovent sur ces supports-là et ne se sont pas demandé comment ça allait évoluer. Ils ont pris le train en marche, comme nous le prenons, parce qu'effectivement, tout exercice prospectif est très risqué. Il me semble qu'une des révolutions, c'est difficile, mais une des choses qu'on peut prévoir et qu'on peut annoncer, effectivement, c'est l'explosion de la consommation mobile et de la consommation de contenu sur mobile. C'est déjà le cas pour certains contenus, pas pour d'autres. On voit que, par exemple, en France, sur le point de la vidéo, on a encore de la marge de manœuvre. Dans le monde de la presse écrite, par exemple, la révolution du mobile, elle a déjà lieu. Et donc, on est en train de se demander, effectivement, comment le monde du digital et le monde de la production et de la création audiovisuelle interagissent. Et déjà, on a devant nous une nouvelle question qui est effectivement quel modèle économique portera le mobile, comment on l'utilisera, comment on regardera de la vidéo dessus. Mais il me semble que l'innovation et la disruption se fait par l'usage et par le service qu'on apporte autour de contenu. Mais d'abord l'usage et d'abord le service. Est-ce que vous envisageriez de lancer des chaînes comme YouTube ? Pas du tout. Nous, on va lancer en septembre un studio, un lieu de création ouvert à tous, où chacun pourra venir produire des contenus, les diffuser, dans une logique, encore une fois, assez à plat, en tout cas assez ouverte à chacun des acteurs qui souhaitent s'emparer du lieu. Donc ce sera Je peux aller faire une émission dans votre studio ? Vous êtes déjà invité, l'invitation est déjà partie, mais bien sûr, vous et tout utilisateur, internaute ou créateur qui a envie d'innover et qui ne l'a peut-être jamais fait. Et entre guillemets, la beauté de ces usages digitaux que je décris, c'est qu'on a vu des nouveaux entrants, on les a vus très tôt, ils se sont emparés, aujourd'hui ils dominent le monde de la vidéo sur Internet. Demain, peut-être, les télévisions qui rentrent pleinement maintenant dans cet univers auront une place plus importante. Et je dois dire, là aussi de manière malicieuse, que les acteurs qui sont le plus tôt, en tout cas en France, rentrés dans cet univers de la vidéo et du monde digital, ce sont les acteurs comme Public Sénat, comme France Télévisions, comme Radio France, comme toute une série d'acteurs dont il faut saluer cette prise d'initiative-là, là où d'autres ont été moins vite, disons, pour le dire poliment. Donc, mon point d'optimisme, c'est qu'en fait, tout le monde s'est déjà emparé de ces supports et du digital. On regarde maintenant la prochaine rupture d'usage qui va être créée. Le multi-écran, c'en est déjà une. Toute personne qui a suivi l'élection présidentielle de 2012 l'a suivi, effectivement, en live tweetant ou en regardant un tweet, où cette interaction, elle existe déjà. Donc c'est la prochaine. Est-ce que demain, on est tous des Dailymotion makers ou alors aujourd'hui? Non, absolument. De même que demain, tout le monde n'a pas vocation à produire des contenus, évidemment, mais la beauté, entre guillemets, de ce système très ouvert, très démocratique, très à plat, c'est qu'il permet à chacun
en tout cas, à minima, de tenter, d'essayer et de créer des nouveaux usages. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que beaucoup de ces acteurs qui ont créé, qui se sont emparés de ces plateformes, se retrouvent potentiellement en télévision, en radio, dans la presse. Enfin, le numérique, le digital, c'est pas un monde fermé, replié sur lui-même. Les interactions existent déjà dans un sens comme dans l'autre, du numérique vers des supports de diffusion plus traditionnels, et dans l'autre sens également. Jérôme Dechaine, vous défendez les auteurs. Il y a des contenus amateurs, des contenus aussi professionnels. Vous vouliez esquisser tout à l'heure la différence entre amateur et professionnel. Oui, enfin, je ne voulais pas l'esquisser. Je voulais en tous les cas enfoncer le clou là-dessus pour dire qu'effectivement, c'est l'un des gros enjeux de demain. Ce sera que, effectivement, ce monde rêvé, la Dailymotion, tout le monde peut être auteur. Je pense que de toute façon, c'est une réalité sociologique aujourd'hui qu'on vit massivement, mais c'est un petit peu une chimère, quoi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tout le monde ne va pas être auteur pour autant. Et le numérique a dans les germes la fin d'une espèce de classe moyenne, en fait, un petit peu confortable, qui fait qu'entre l'amateurisme et du professionnalisme, à qui on va demander d'écrire pour l'immersion, quasiment en 3D, avec des logiques, effectivement, d'infographie, d'ergonomie, etc., il y a un trou financier énorme et que la vraie question, ça va être de savoir financer encore du contenu professionnel qui ait du sens, puisqu'encore une fois, quand on est dans là on parle des médias, d'un secteur socio-économique, mais effectivement, la révolution tout à l'heure a été dite sociologique, mais en fait elle est quasiment anthropologique. Le numérique pose des questions anthropologiques, et au fond, derrière tout ça, la responsabilité des personnes qui mettent des images à disposition de personnes, c'est faire retourner un acte quasiment politique. C'est-à-dire, je mets quelque chose sur la place publique, il faut que ça ait un sens. Et ce sens-là, ça doit être auprès de l'accompagnement des professionnels. Donc comment il faut l'accompagner? C'est petit 1, la formation, évidemment, qu'il va falloir former et accompagner cette catégorie de professionnels. Il y a déjà eu des mesures qui sont en place, mais il va falloir quelque chose de plus dynamique et de plus ambitieux, surtout pour l'avenir. Il va falloir pouvoir absorber des auteurs qui n'ont pas l'habitude de la culture d'auteur. On a en France une culture de droit d'auteur. Pourquoi il y a une culture de droit d'auteur? C'est tout simplement parce que, à l'origine, l'auteur doit être garant d'une certaine liberté, d'un certain point de vue. Et le point de vue, ça tombe bien, c'est l'avenir. Le point de vue, c'est l'immersion, mais c'est aussi le point de vue du téléspectateur qui va regarder quelque chose, qui va pouvoir influencer ou interagir en tous les cas avec l'auteur. Cette désintermédiation, si on la souhaite, si on la croit souhaitable, va devoir s'accompagner d'une véritable reconnaissance du statut d'auteur en France. Pas seulement en France, le statut de scénariste, je le rappelle, il n'a pas de statut social en France. Il y a quasiment les prostituées et les dealers pour recouvrir cette absence de réalité socio-économique. Donc ça passe par, je pense, une refondation de l'alliance auteur-producteur pour faire en sorte qu'il y ait des véritables garanties, des véritables accords et une véritable ambition créatrice qui soit posée pour former cette population de professionnels et lui permettre de mener à bien tous les projets qu'ils ont. Des questions, des commentaires dans la salle? Vous souhaitez intervenir? Non, personne? Alors, je voulais donner la parole à Michael. On parlait un peu financement. Michael Goldman, vous avez créé My Major Company il y a maintenant 6 ans, je ne me trompe pas. Vous vous basez sur le côté collaboratif du web. Vous proposez au départ aux internautes de financer un artiste. Au départ, c'était de la musique. My Major Company, c'est quoi aujourd'hui ? My Major Company, c'est une plateforme de financement participatif généraliste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel créateur et n'importe quel type de projet peut trouver du financement sur la plateforme. Le modèle, globalement, pour vulgariser un peu ce qu'est le financement participatif, peut-être pour les gens qui ne sont pas habitués à ça, le principe, c'est qu'un porteur de projet a une fiche sur laquelle il expose quel est son projet, son objectif de collecte, parce que le principe, ça reste quand même du financement, et il dit aux internautes, je veux réaliser ce projet grâce à vous, grâce à votre financement. Et donc j'en appelle à votre soutien, et en échange de votre soutien financier, vous aurez des contreparties qui sont des contreparties exclusives, qui sont soit digitales, soit symboliques, soit matérielles. Alors pour revenir au sujet qui nous touche aujourd'hui, donc dans le monde des web-séries ou des séries, les contreparties assez classiques, c'est pour 10 €, vous aurez votre nom au générique. Pour 100 €, vous pourrez venir sur le tournage. Pour 1000 €, vous serez un personnage. On n'a pas une rétribution en tant qu'internaute, c'est une récompense.
Exactement, c'est une récompense. Et ce système-là, qui est un système assez proche du mécénat, hein, il participe d'un mouvement général dont Antoine, je pense, enfin en tout cas Dailymotion participe de ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a un vrai écosystème qui se crée en ce moment sur Internet, totalement indépendant. Et totalement indépendant des rouages traditionnels de la création et notamment de la création de séries, et avec des gens qui aujourd'hui, enfin honnêtement ça a 1 an, hein, donc c'est vraiment très récent, on en est au balbutiement mais ça va se généraliser, avec des gens qui vivent entièrement et très bien de leur création sur Internet. Et le financement participatif participe de ce principe-là, avec des histoires qui sont assez ahurissantes. En ce moment, il y a Par exemple, ouais, j'allais vous demander en des ce moment en exemples. France, c'est le premier vrai exemple. Il y a une web-série qui s'appelle Noob, que probablement personne ne connaît, qui est une web-série, alors ça touche une communauté très spécifique, qui est une communauté, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, mais qui est une communauté autour des jeux vidéo. Donc c'est une web-série qui fait 80 000 vues sur chacune de ses vidéos sur YouTube depuis 3-4 ans, et c'est un garçon qui fait ça de manière vraiment, qui fait ça gratuitement avec son temps et son énergie, et qui a réussi en 3 ans à fédérer une vraie communauté autour de son projet. Et il a dit, bon voilà, moi je voudrais faire un film, mais il aurait très bien pu dire, je veux faire une nouvelle saison de Noob, et j'ai besoin de 30 000 € pour ça. Et il en est à 530 000 € de collecte auprès des internautes. Ça se passe en Ouais. France en ce moment. Mais ça, j'imagine, c'est la belle histoire. C'est pas forcément le cas Ah oui, pour bien tout sûr, le monde. mais- C'est un exemple emblématique. Vous recevez combien de projets et combien viennent à bout? On reçoit 300 projets par semaine. Il y en a environ, disons, une trentaine qui arrivent sur le site. Mais effectivement, c'est la belle histoire, mais c'est des belles histoires qui deviennent de plus en plus rares. Oui, c'est la goutte d'eau qui fait l'océan. Oui, enfin, je crois pas qu'il faille caricaturer ça à ce niveau-là, parce que vraiment, je crois que, enfin, ça rejoint ce que le reportage disait tout à l'heure. Il y a un vrai écosystème qui se passe sur Internet, et il va y avoir de plus en plus d'histoires comme ça, de gens qui, sur la base de leur communauté, sont capables de financer et de créer en totale liberté des choses que le monde traditionnel n'aurait pas digérées. C'est l'objet du financement participatif, c'est, disons, la vertu du financement participatif, la vertu numéro 1, c'est de permettre à des projets que l'économie traditionnelle ou les voies traditionnelles n'auraient pas digérées d'exister. Alors parmi tout ça, il y a des choses qui sont moins bien que ce que les voies traditionnelles auraient fait émerger, et il y a des choses qui sont aussi bien, c'est la majorité, et il y a même des choses qui sont mieux. Et en ce moment, aux États-Unis, il y a d'autres exemples, les États-Unis ont quelques années d'avance, de séries qui sont absolument formidables, de web-séries. Je pense à une web-série qui est très peu connue ici, qui s'appelle Video Games High School. Alors on retouche encore au monde des jeux vidéo, mais pour une raison simple, c'est parce que la communauté sur Internet est une communauté qui joue beaucoup aux jeux vidéo, donc qui est sensible à cet univers-là. Et Video Games High School, c'est vraiment une série qui est hyper bien foutue, qui est destinée au web, et qui a été faite de manière totalement libre, sans aucun frein d'origine, parce que c'est une idée de créateur qui a rencontré un public. Et c'est pas plus compliqué que ça, et donc le créateur fait exactement ce qu'il voulait avec le soutien du public. Sylvie? S'il marche. Je trouve qu'il y a un truc assez passionnant dans les nouveaux médias et dans ce que raconte monsieur, c'est l'idée qu'on est super content parce qu'il y a 80 000 spectateurs. Je trouve que c'est formidable. Je trouve que c'est une belle idée. Ça serait formidable qu'on réfléchisse comme ça dans d'autres domaines, qu'on cesse de vouloir atteindre 7 millions de personnes, 4 millions de personnes, 3 millions de personnes avec tous les programmes, qu'on s'autorise au fond à avoir des programmes qui s'exploitent lentement, sur des publics plus définis. Et je pense que ça serait une des réflexions à mener pour emmener nos programmes vers plus de spécificité et plus de risques. Voilà. Si je peux rajouter une petite couche à ça, la vraie différence, je pense, elle est dans le mode de fonctionnement, c'est-à-dire que cette culture-là qui vient d'Internet, c'est une culture qui dit « je produis et je verrai après si je gagne de l'argent ou pas ». C'est quasiment l'opposé. Ouais, ça marche quand on a 20 ans, mais quand on a 30 ans avec 2 enfants, ça marche moins bien. Absolument. Mais ceci dit, si l'État a un rôle à jouer, c'est peut-être justement en aidant ces gens-là qui, pour l'instant, avec peu, font déjà pas mal. Je pense juste qu'il y a une visibilité à apporter à ces auteurs-là, ceux qui aujourd'hui fabriquent des fictions classiques, mais qui ont déjà fait des expériences sur les nouveaux médias et qui vont continuer d'en faire. Et je pense qu'il y a vraiment un fléchage de l'aide, un fléchage qui doit être fait sur l'aide qu'on leur apporte, une visibilité en termes d'exposition, de reconnaissance,
de ces auteurs-là, pour pas qu'ils restent dans l'anonymat et pour qu'on puisse dire encore une fois dans 10 ans, on a des auteurs formidables français qui sont des auteurs, des concepteurs, des vidéo gamers, qui sont à l'origine de programmes qui ont fait 800 000 personnes sur 7 ans, etc. Enfin, je pense que c'est vraiment important cette visibilité-là, quoi. Et que la réglementation et le financement ne sont pas tout à fait des réponses complètement suffisantes voilà, aux questions qui se posent pour que ces créateurs continuent de créer. Vous souhaitez réagir ? Le producteur va réagir un tout petit peu, c'est-à-dire on parle de professionnels et d'amateurs, on parle de films dans la cuisine et de films en studio avec des gros moyens. Ça restera et ça a toujours existé, hein. Le film en Super 8 dans la cuisine, il a toujours existé et puis des fois il s'est retrouvé gonflé en salle avec une promotion parce qu'il y a un distributeur qui a cru en le film et qui l'a poussé. Donc moi ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il ne faut surtout pas essayer d'amalgamer les deux ou de les confondre parce que nous, producteurs, on nous sollicite beaucoup d'aller dans des écoles d'art ou des écoles de la FEMIS par exemple, des écoles pour parler de nos métiers. Moi je dis une chose, si vous voulez faire un film comme ça et que vous voulez montrer tout votre talent et vous voulez avoir carte blanche pour montrer votre talent, n'allez pas voir un producteur. Parce que nous, il y a quand même une réalité, c'est que dès qu'on produit un film, on se retrouve dans une chaîne de droit, on se retrouve dans la liberté qu'on a sur Bleuup, sur Internet, sur Bleuup, est une liberté qui est liée au mode de diffusion. On est sur Internet, on est considéré comme un blog, c'est considéré aussi comme de l'actualité. Donc sur les droits, on est moins paranoïaque que dès qu'on nous dit, ben voilà, ce clip-là, ce film-là, qui a fait 85 000 vues, ça serait bien, est-ce qu'on peut le diffuser? Non, on ne peut pas le diffuser à la télé, non, ça, on n'a pas les droits télévisuels. Donc je voulais juste faire cette différence qui est qu'à des moments, ce qui peut être produit par ma major company, et c'est super que ça existe, parce qu'aujourd'hui, on a quand même des difficultés à trouver les nouveaux talents, à leur donner des fenêtres. C'est très bien, mais à un moment, la bascule dans le milieu professionnel et sur des modes de diffusion historiques, je veux dire, voilà, entraîne à côté une professionnalisation de tout ce qui est fait, de la chaîne de droit, qui est quand même parfois complexe, quoi. Bruno Patino, donc sur les financements collaboratifs, vous faites pas de financement collaboratif, mais vous faites... L'impôt. Mais vous faites des webdocs, des web-séries. Ça coûte combien de produire une web-série ou un webdoc? Bah, c'est toujours la question, ça dépend. Je veux dire, non mais, encore une fois, il ne faut pas... moi, je ne suis pas du tout dans la césure. C'est-à-dire que je pense que, si vous voulez, les univers ne se confondent pas, mais vous avez je veux dire, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc, évidemment, quand France Télé fait des nouvelles écritures, c'est pour accompagner des gens dans une démarche professionnelle, avec des producteurs et des auteurs, dans la création de webdoc, web-série, tous ces mots. Donc, je suis absolument sûr qu'en 2023, ils ne voudront plus rien dire. Mais alors, vraiment plus rien dire. Mais si vous voulez, on accompagne, et ça fait partie des missions du service public, d'accompagner des auteurs dans cette éclosion-là. De la même façon que ça fait partie des missions du service public, enfin, je ne veux pas voler les mots de Rémi tout à l'heure, mais les mots de Rémi, on est au service des usages du public, et donc ces usages-là existent, et donc à nous d'accompagner après l'ensemble de la, je veux dire, de la progression du système et du secteur. Donc il y a les nouvelles écritures qui financent, de temps en temps, un certain nombre de ces programmes aujourd'hui vont dans les nuits 4.0 sur France 4, où ils sont diffusés dans une architecture de diffusion, parce que, encore une fois, il ne faut pas mélanger tout, si vous voulez. C'est-à-dire que 800 000 vues, c'est bien, mais ce n'est pas 800 000 vues au même moment. Donc c'est pour ça que je voulais dire tout à l'heure, il faut bien voir quelque chose. 800 000 vues étalées sur 3 mois, c'est formidable. Et moi, je suis le premier à les vouloir, et c'est extraordinaire quand ça a lieu. Mais on n'est pas dans la même économie que 800 000 téléspectateurs au moment X. Et donc, il ne faut pas tout confondre. Mais en même temps que nous, on propose toutes les palettes de couleurs et toutes les palettes d'intervention, ça fait partie de nos missions. Donc, il y a les nouvelles écritures qui financent. Le transmédia, comme on l'appelle, donc Nouvelles Écritures à France Télé, finance aussi une partie des parts transmédia, on va dire, des programmes traditionnels. France 4 accueille ces programmes, les accueillera beaucoup plus dans une version refondue de la chaîne, mais clairement, pour nous, de la même façon que, comme France Télévisions, on apprend ce nouvel univers-là, parce qu'on apprend ces nouveaux usages-là, de la même façon, on essaye d'accompagner des auteurs et des producteurs dans cette exploration-là. Des nouveaux talents aussi, vous faites émerger des nouveaux talents. Mais évidemment, mais encore une fois,
pas du tout dans un but de tout confondre, c'est-à-dire qu'effectivement, 7 minutes de vidéo tournée, moi je regarde Norman fait des vidéos, ça me fait rire évidemment, je regarde VP Nova en musique, ça me fait hurler de rire, mais VP Nova en musique, je ne le mets pas en télé tout de suite. Donc si on travaille avec la personne qui le fait, il va falloir à un moment donné qu'on rentre dans des codes de narration télévisuelle. Donc c'est là-dessus qu'effectivement on rentre, et ça fait partie de notre mission. Et donc oui, il y a du financement. L'année dernière, il y a eu 4 millions d'euros pour le transmédia et les nouvelles écritures. Alors on va me dire c'est pas beaucoup, mais ça n'est pas rien. Mais encore une fois, ça fait partie de ce qu'on doit faire. Voilà. Sur les pistes de financement. Oui, en fait, je reviendrai à ce qu'a dit Bruno au tout début, c'est-à-dire qu'il me semble, si je ne défends pas vos propos, c'est que l'acteur important aujourd'hui, c'est pas le diffuseur, mais c'est celui qui fait la recommandation. Et si jamais on parle création, si jamais on parle financement, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a, et certains s'en plaignent, je pense que ce n'est pas les plus à plaindre, énormément de cette régulation qui est très forte sur l'audiovisuel français. Par contre, la réalité, c'est que ceux qui font la recommandation, ils ne sont pas du tout régulés. Ils ne participent pas non plus à la création. Alors, si on revient, parce que là, on parle du présent à l'instant quasi, si on parle en 2024, et que moi, j'avais dit que la confusion, elle est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vraiment le pouvoir, aujourd'hui, et on est quasi sûr que c'est une réalité, parce que c'est vraiment une réelle guerre en ce moment, va à ceux qui font la recommandation, qu'on voit que les deux premiers qui font la recommandation, finalement, c'est la même société, YouTube et Google, appartiennent... Il ne faut pas oublier Facebook, mais bon, c'est pas beaucoup. Oui, Facebook, pardon, évidemment, ce qui est communautaire, que celui qui l'a... Alta Vista est mort, donc ça peut changer, mais ce qu'il y a, c'est qu'eux, ils sont nés certainement au bon moment. Aujourd'hui, si ces gens-là ne sont pas régulés, s'ils n'ont pas des quotas, s'ils ne participent pas, pour nous, c'est très important, producteurs, de se dire que ceux qui profitent du contenu, à des moments, ils participent à une économie, à une écologie de cette économie. Si on parle de 2024, si ces règles ne s'installent pas, la confusion va être très grande. Et si le pouvoir est absolument donné à ceux qui font que la promotion ou la recommandation, là, je suis plutôt inquiet pour ce qui pourrait être la... Je voudrais rajouter, mais évidemment, je suis d'accord, il faut rajouter l'autre volet, c'est permettre aux gens qui sont diffuseurs aujourd'hui de rentrer dans le champ de la recommandation. C'est-à-dire que ça doit aller dans les deux sens, que les grands acteurs aujourd'hui qui font de la recommandation participent à un moment donné à la création, ça me semble évidemment totalement logique, c'est ce qu'on demande, mais permettre aux diffuseurs historiques, par des questions de droit, etc., de rentrer dans le champ de la recommandation, c'est quelque chose qui me semble au moins aussi fondamental. J'insisterai même beaucoup en disant que les chaînes de télévision sont des éditeurs de programmes. On a toujours fait de la recommandation, oui, mais on l'a fait sur le téléviseur. Il faut nous permettre de rentrer dans les nouveaux modes de recommandation. Tout éditeur fait de la recommandation, même un éditeur littéraire. D'un côté, vous avez la recommandation de l'algorithme, de l'autre, la recommandation humaine. Mais il ne faut pas que la recommandation humaine soit limitée au téléviseur. Antoine Nazaret, vous souhaitez réagir? Non, je suis très content de ce débat, c'était très bien. Non, mais bien sûr, évidemment que nous, on participe à l'accompagnement, au financement et à des chaînes de droit autour de nombreux programmes, soit en amont, soit en aval, la plupart du temps en aval, avec la diffusion, en accompagnant la diffusion. Je suis évidemment d'accord sur la recommandation. La recommandation, elle passe par des gens dont c'est le métier et qui l'ont fait potentiellement dans d'autres canaux de diffusion. Elle passe aussi par les utilisateurs eux-mêmes, qui sont un vecteur de recommandation extrêmement important. Et puis elle passe par ces grands acteurs américains que vous avez cités, sur lesquels je ne m'étendrai pas. Donc, simplement, ce que je dis de manière un peu positive tout le temps, c'est que le rythme de la révolution ou de la révolte ou du changement, c'est presque une tautologie. Mais ce rythme, il est très rapide, il est extrêmement rapide. Une société comme Dailymotion, elle est née en 2005, elle a réellement émergé en 2007, on est en 2013, en moins de 7 ans, la mutation s'est faite à un rythme extrêmement élevé et en fait, beaucoup d'acteurs ont pris le train dans le bon tempo en marche. Et l'écriture du futur, elle se fait en fait avec les acteurs qui ont pris ce train et qui nous aident, nous accompagnent, nous aident à monter en gamme sur la qualité des contenus ou nous aident à monter en gamme sur la question de la recommandation, sur la question des nouveaux modes de création, etc., etc. Mais beaucoup a déjà été fait en réalité pour moi. Parce qu'il se peut que ce ne soit pas évident pour tout le monde, mais c'est quoi la recommandation? C'est pas j'ai envie de recommander, c'est la recette publicitaire, quoi, très clairement. C'est le marché publicitaire qui est la clé qui devient la manne au final. Donc si on veut de l'argent pour la création et donc pour les auteurs, pour travailler, pour arriver à trouver des nouvelles écritures et à être présent. Oui, parce que pour être recommandé, il faut être présent, il ne faut pas oublier ça quand même. Donc être présent, ça veut dire qu'à un moment, il faut qu'il y ait
pour moi, aujourd'hui, pour faire attention à ce que 2024 soit ce qu'on souhaite, c'est-à-dire de la diversité, de la création, il faut pouvoir dire, et certainement réguler, je ne vois pas comment on peut le faire autrement, avoir des quotas peut-être sur tout ce qui doit être sur Internet, capable de produire et de flécher certaines productions pour dire on va avoir des enveloppes pour les nouveaux médias, on va avoir, et que tous les organismes qui peuvent financer ce genre de création soient assez proactifs sur ce domaine. Oui, particulièrement pour faire de la fiction. Parce qu'il faut fabriquer du réel, du vrai, que ça coûte très cher et que pour le moment, on est beaucoup dans le commentaire médiatique quand on fabrique des programmes numériques. Il y a beaucoup de programmes numériques qui consistent à commenter des événements qu'on ne voit pas de façon super habile ou à utiliser des images d'archives, mais c'est déjà plus compliqué. Parce qu'en fait, fabriquer de l'image en dehors de Norman, que moi aussi j'aime beaucoup, mais qui ne satisfait pas tout mon besoin d'image, ça coûte quand même très cher. Et pour le moment, ben, si, on parle aussi du contenu, là. Vous souhaitez pas faire que du blog en contenu. Non, c'est-à-dire que je ne peux pas être d'accord face à la limitation de ce qui se produit en ce moment, alors côté Nouvelles Écritures France Télé ou côté ailleurs, si vous voulez, sur le fait de dire on produit du contenu sur des images qu'on ne voit pas, etc. C'est-à-dire que la sophistication même de ce qui est produit dans cet univers, hein, en quelques années, est extraordinaire. Et donc, je ne voudrais pas du tout... moi, quand je vois la montée en puissance de la sophistication de la création, hein, images, encore une fois, la création dans cet univers d'interaction, c'est à la fois de l'image ou un langage, et puis d'une certaine façon... un certain nombre de codes qui va avec, enfin du code qui va avec, qui permet un certain nombre d'interactions ou de fonctionnalités. Hein. C'est vraiment un langage associé à une fonctionnalité. Quand je regarde la sophistication en termes de création, encore une fois, on ne parle pas de technique là, de création narrative dans cet univers-là, d'utilisation des images, etc., je constate quand même, et c'est pour ça que moi ça me rend optimiste, qu'en quelques mois, en quelques années, je veux dire, même nous, ce qu'on faisait aux Nouvelles Écritures à France Télé il y a 2 ans et ce qu'on fait aujourd'hui, mais on a progressé énormément avec les auteurs et avec les producteurs. Et donc c'est quand même, moi je trouve que c'est un champ d'exploration qui s'ouvre extraordinaire. Et je trouve que la courbe d'apprentissage de tous les corps de métier, des auteurs, des producteurs, j'espère des diffuseurs qui accompagnent, était extrêmement forte. Et qu'on voit des choses... tous les mois, on voit des choses de plus en plus sophistiquées qui répondent à des usages de plus en plus précis. Et moi, ça me rend plutôt très optimiste. Juste pour partager cet optimisme et l'étayer sur une expérience que nous avons en commun, un programme de fiction qu'on peut citer à mon avis comme exemplaire, c'est Les Visiteurs du Futur, enfin Le Visiteur du Futur, qui en termes d'écriture, de scénario, de réalisation est un objet merveilleux et qui montre effectivement que cette courbe... Voilà, il est sur Dailymotion, mais il est aussi sur les Nouvelles Écritures et sur France Télé, absolument. Et d'ailleurs... Autre illustration du fait qu'il n'y a pas de clivage et que ce clivage est totalement artificiel, et illustration également de la qualité de la production, de l'écriture, de la réalisation, du travail d'auteur qui est fait derrière. Non, mais là-dessus, je voudrais répondre, parce que Norman ou Le Visiteur du Futur que je regarde, ce n'est pas équivalent à Line of Duty, c'est pas la même chose, c'est pas la même fonction, et je ne revendique pas la supériorité de la Line of Duty, je dis juste que, justement parce que c'est évolutif, on va pas pouvoir faire dans 3 ans ce qu'on est en train de faire aujourd'hui sur les Nouvelles Écritures, et que dans ce qu'il va falloir faire, il va falloir aussi rajouter la fabrication d'images quand on parle de fiction, qui est quelque chose aujourd'hui avec lequel parfois on a rusé, et tant mieux, parce que c'est créatif. Je ne suis pas du tout contre ce qui se fait aujourd'hui. Je dis juste que même ce qui est proposé aujourd'hui, les Norman, les Visiteurs du Futur, etc., je pense que dans les années à venir, avec la concurrence internationale, ça ne sera pas suffisant pour devenir les meilleurs, pour que nos créateurs, nos producteurs, etc., soient super combatifs sur le terrain du contenu, du qu'est-ce qu'on recommande, avec le comment on recommande et qui recommande, qui va avec. Si vous voulez, vous parlez de séries sur une télévision... je veux dire, dont la généralisation, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Donc on parle d'un média qui se généralise depuis 70 ans, et on parle d'une capacité à faire qui a 3 ou 4 ans, c'est-à-dire la généralisation du haut débit et du très haut débit. Et donc à un moment, on ne peut pas comparer, si vous voulez, y compris en termes de savoir-faire et de sophistication, quelque chose qui a 70 ans et quelque chose qui est en train d'émerger. Il faut regarder juste vers où on va. Donc évidemment qu'aujourd'hui, si vous voulez, on sait bien, dans les Nouvelles Écritures, on investit entre guillemets à fond perdu. Mais ce n'est pas à fond perdu puisque c'est pour le futur. Et donc si vous voulez... plus concrète, Bruno.
aujourd'hui, par exemple, pour faire de nouvelles écritures en fiction, il faudrait pouvoir utiliser des images d'archives. Les images d'archives, elles sont extrêmement chères. C'est dommage. Voilà, ça c'est du contenu pour moi. Et cette réflexion-là, c'est une réflexion sur le contenu et sur, après, la plasticité de ces nouveaux médias. Une des réflexions amenées. Il y a des questions dans la salle? Vous partagez l'opposition? Oui. Bonjour, c'est une question pour Antoine Arjoret. Je suis en poste à Istanbul, attachée audiovisuelle. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr. Je suis en poste à Istanbul comme attachée audiovisuelle. Je m'appelle Fanny Aubert-Mallory. On a évoqué différents modes de financement. On a évoqué le financement participatif, on a parlé des fonds publics. Vous avez, il me semble, à Dailymotion, un projet de lancement d'offres payantes. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Oui, bien sûr. Elle a été lancée d'ailleurs en Turquie. L'idée pour nous est, toujours dans cette idée d'apprentissage et de nouveaux usages, d'apporter des contenus sans doute de format plus long, mais pas seulement du film, du documentaire, potentiellement du sport, du jeu vidéo, etc. D'apporter une nouvelle expérience sur des contenus qui ne sont pas forcément aujourd'hui présents de manière gratuite sur Dailymotion, gratuite et légale sur Dailymotion, et de les rendre disponibles au public. Là où je reprends la discussion, c'est que on est en cours d'apprentissage. Je ne sais pas ce que ce modèle donnera demain. Je vois la consommation en France sur Internet du modèle SVOD. Je ne suis pas extrêmement satisfait de ce qu'il est. Et donc, on apprend en proposant une nouvelle forme d'offre. Et effectivement, une offre qu'on a lancée en Turquie il y a quelques semaines maintenant. Autre question dans la salle, il y a des jeunes producteurs, là, des jeunes productrices. Ben voilà, formidable. Un micro, s'il vous plaît. Bonjour, Patience Priso, Good Stuff Production, et je suis membre de la Fédération des jeunes producteurs indépendants. Je reviens sur le mode participatif parce que bon, nous on a des sociétés de production, on nous encourage à faire du crowdfunding, donc du participatif. On se retrouve confronté à deux problèmes, c'est que nous on veut vivre de nos métiers, on nous envoie sur des plateformes où on est en concurrence avec aussi des amateurs, donc on joue le jeu de récolter des fonds, de faire des contreparties, mais c'est beaucoup de temps pour mener les campagnes. Moi j'en ai déjà fait 3 et je les ai toutes réussies, mais en effet quand je vais voir des professionnels, on me dit avec la somme récoltée, vous voulez faire quoi? Une bande-annonce? Alors que j'ai vendu aux coproducteurs sur les plateformes, oui, nous allons faire un pilote. Donc tout ça pour dire que, j'ai pas retenu votre nom, mais on a un problème. Nous, on est professionnels, on écrit, on a nos bibles. Quand on va voir d'autres professionnels, des coproducteurs, des sociétés en place, on nous dit c'est génial ce que vous faites, mais qui va oser diffuser ça? Parce que voilà, il y a une réglementation. Donc, on nous dit attention, ça va être long. Il y aura des process, il y aura de l'écriture sur 1 an. Enfin voilà, tous ces codes. Nous, on développe beaucoup. Et au final, on nous dit qu'il y a des solutions, du financement, des plateformes, on s'expose. Et ensuite, au niveau des diffuseurs, il y a cette volonté de faire de nouveaux paysages, le rayonnement. Mais ça ne suit pas derrière quand, justement, on propose à l'écriture, parce qu'on nous dit de financer nous-mêmes nos pilotes, où on reçoit très peu de soutien pour le faire. Et on aimerait savoir comment aujourd'hui on peut faire des images qualitatives pour rencontrer un vrai public et voilà, et être compétitif avec les autres, avec les diffuseurs et les autres sociétés de production. En fait. Qui souhaite répondre? Je ne voudrais pas. Michael Goldman. Je peux répondre sur ma partie, mais oui, ma partie c'était vraiment le début de la question. Oui, une campagne de financement participatif, c'est pas. Alors, il faut surtout pas croire que c'est quelque chose de magique. J'ai un projet, je le mets sur une plateforme, je vais lever des fonds et tout ira bien. Alors d'abord, effectivement, c'est souvent long et fastidieux, et deux, ça s'adresse principalement pour faire des belles campagnes dans lesquelles les résultats de financement sont importants. Ça s'adresse essentiellement à des projets qui ont déjà des communautés. Par d'autres biais ou par le biais justement d'avoir produit jusque-là beaucoup de web-séries gratuitement. Voilà. Quand on a ces communautés-là, on est capable de lever beaucoup d'argent rapidement
parce que la communauté a envie de soutenir le projet. Aux États-Unis, il y a des exemples assez forts. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Il y a Véronica Mars, qui a levé, je crois, 5 700 000 $ pour... Alors pareil, c'est pour produire son film, mais ça aurait pu être pour produire une nouvelle saison. Il y a Zach Braff qui a levé plus de 2 millions de dollars sur la création d'un film aussi. Mais globalement, c'est des gens qui avaient déjà des communautés et qui disent à leur communauté, voilà, vous avez aimé ce que je faisais, et j'ai envie de continuer en toute indépendance, sans aucune contrainte d'un producteur ou d'un diffuseur qui me dit oui ou non, je vais te diffuser, et si tu fais moins que ça ira mal. Voilà. Donc je veux produire mon truc grâce à vous, et sur ce mode-là, ça fonctionne. Si on est sur de la création pure, sans communauté à la base, c'est de toute façon des petits montants qu'on peut lever. Et ces petits montants-là, effectivement, il faut mesurer le travail qu'il y a après, parce qu'effectivement, entretenir une communauté et respecter ce qu'on a proposé comme contrepartie, c'est du boulot. Donc, c'est pas toujours pertinent. La question du financement participatif, le financement participatif participe de cet écosystème, encore une fois, d'Internet, qui, à mon avis, est un écosystème indépendant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent vivre sur Internet de A à Z, faire financer l'ensemble de leurs projets. Le financement participatif se greffe à un moment de la vie de ce projet-là, pas forcément au début. Évidemment pas à la toute fin, parce que sinon ça n'a pas de sens. Sans doute au milieu, mais ces choses-là sont des choses à créer. Et les revenus publicitaires qu'offrent les plateformes comme Dailymotion aussi participent de cet écosystème et de la rémunération de ces projets-là. Mais vraiment, dans ce que j'entends, moi, le message que je voudrais apporter, c'est un message assez positif. Oui, parce que ça va être la conclusion. Oh, bah c'est juste un message très positif de dire aujourd'hui, en tout cas... Alors, comme Bruno Patino. Je ne sais pas pourquoi les gens font de la diffusion de séries, je ne sais pas pourquoi les gens les produisent, mais si c'est en tout cas pour s'amuser et gagner sa vie, tout simplement, Internet devient un endroit extraordinaire pour pouvoir le faire. Voilà. Un mot de conclusion, si vous voulez. Juste un mot d'encouragement, c'est que je pense que jeunes producteurs aujourd'hui, il y a du travail, qu'effectivement il faut faire du crowdfunding. Nous, on n'en fait pas beaucoup à cause de la masse de travail que ça représente. Mais ça veut dire qu'il faut aussi chercher partout. Partout, ça veut dire chercher auprès des diffuseurs historiques, des petits diffuseurs, et puis savoir faire un effet boule de neige. Et aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on aurait une meilleure régulation, il y en aurait des meilleurs avantages, des avantages fiscaux, des choses comme ça. On pourrait aussi aller chercher plus facilement peut-être l'argent chez des institutionnels ou chez des privés, des gros privés, qui veulent parfois, étonnamment... Alors dans la culture, c'est plus facile, c'est ce côté « Ah, c'est super, j'ai aidé un film sur un opéra, c'est super ». Mais ça, bientôt, je pense qu'on en trouvera partout. On parle toujours du financement public en France, à l'opposé du financement privé aux États-Unis. Il faudrait qu'on arrive à trouver certainement quelque chose entre les deux. Conclusion. Bruno Patino.